Bonsoir. Chers amis, merci d'être là. Je sais que la nature a peur du vide, mais peut-être on pourrait se rapprocher les uns des autres, même ceux qui, je sais, doivent partir un peu plus tôt. Ça fera un petit effet groupe pas désagréable, pas comme ma voix. Donc, merci à tous d'être là. Merci aussi à ceux qui sont connectés en distanciel. Je ne vais pas pouvoir tenir toute l'intervention. C'est mon cher ami Guillaume Molinier qui a accepté de me remplacer au pied levé et qui va donc animer la table ronde à ma place. Et tant mieux pour vos oreilles. Donc, merci à tous d'être là. Avant de commencer la table ronde, quelques remerciements d'usage. Pour ceux qui ont rendu cet événement possible, en premier lieu l'ASFR, pour son accueil, son aide précieuse dans l'organisation, avec une pensée particulière pour Thierry Chaverbeck, René-Marc Flippo, Sylvie Heger et évidemment Caroline Ritstenhaler. Merci beaucoup pour votre aide. Merci aussi aux équipes de CIM et tout particulièrement à Samuel. Un grand merci également à nos partenaires industriels très fidèles, Abvi, Alpha Sigma, Amgen, Biogène, BMS, Celtrion, Chugai, Lilly, Medac, Nordic, Pfizer, Sandoz, Sanofi et UCB. Donc vous avez reçu en entrant... Alors j'ai pas la... Oh, magique. Vous avez vu en entrant le livre des 40 ans d'action de l'association. Vous avez le droit de le feuilleter, mais pas trop. Cet ouvrage retrace donc les années d'évolution de l'association, son histoire, ses combats, ses mobilisations. Il propose aussi et surtout 40 portraits et interviews d'acteurs de santé qui ont fait et font l'Andar d'hier et d'aujourd'hui. C'était pour nous une façon originale de traduire ce que nous sommes, la somme d'influences, de partenariats et de rencontres. Bien sûr, il y a bien d'autres personnes qui ont marqué l'association, et bon nombre sont aux pages des remerciements, même si, bien sûr, on aura certainement manqué d'exhaustivité, puisque couvrir 40 ans d'intervention, d'aide et de soutien, c'était très compliqué. Pour ceux qui sont à distance, pas d'inquiétude, l'ouvrage sera très prochainement disponible sur le site internet. Donc vous trouverez aussi en clôture la valorisation d'actions nombreuses menées à travers les années pour les patients, avec les partenaires qui ont soutenu la création de ce livre. Donc je vous les partage ici, des actions pour les patients. Donc je partage un peu ça parce qu'il est souvent critiqué la relation avec les industriels, mais je tiens aujourd'hui à souligner, à rappeler que c'est grâce à ces partenariats que l'on peut faire des actions concrètes pour les patients. Et c'est donc essentiel puisque malheureusement, les fonds publics ne sont pas là pour nous le permettre autrement. Donc c'est toujours critiquable, mais ça a le mérite d'exister. Donc je tiens quand même à remercier Éric Joanneau et Solène Legendre qui est présente ici, qui ont travaillé jour et nuit à la mise en page de cet ouvrage pour que vous puissiez l'avoir aujourd'hui. Et c'est un ouvrage dont nous sommes très fiers. Il est maintenant temps de passer à notre table ronde qui réunit 7 experts qui vont porter un regard sur les évolutions côté traitement, la prise en charge et aussi la démocratie sanitaire. J'appelle à prendre place sur la tribune le professeur Bernard Combe de Montpellier, qui a vu naître l'Andar et qui a toujours été un pilier, bien plus qu'il ne peut l'imaginer. Le professeur Bruno Fautrel de la Pitié-Salpêtrière, qui s'efforce toujours de dire oui, même quand il voudrait dire non. Le professeur René-Marc Flippo de Lille, qui sait toujours quoi faire et comment. Le professeur Thierry Chaverbeck de Bordeaux, président de l'ASFR, qui croit toujours en nous. Madame Ghislaine Dugois-Jacques, patiente experte, vice-présidente de l'Andar, qui accepte toujours de prendre des risques si c'est pour la bonne cause. Monsieur Gérard Thibault, patient expert, ex-président de l'Andar, qui sait toujours embarquer tout le monde dans ses projets fous
surtout s'il s'agit du polyarthroton. Et enfin, Madame Danielle Vacher, patiente experte, présidente de l'ANDA, qui abat des montagnes et pense toujours que cela n'est pas encore assez. Je vous remercie tous d'être là et je voudrais que nous prenions le temps de vous applaudir encore chaleureusement. Merci. Et je laisse la parole à quelqu'un qui a de la voix. Bonjour, Guillaume Molinier. Du coup, je vais juste dire un petit mot avant qu'on commence la table ronde parce que j'ai quand même l'immense privilège d'être aujourd'hui parmi vous pour cet anniversaire, pour être la doublure voix du coup d'une personne que j'admire profondément, d'une grande dame. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été fasciné dès la première rencontre. Elle m'a appris énormément, en particulier qu'à être droit dans ses bottes, on ne se fait pas que des amis, mais que le jeu en vaut la chandelle. Merci beaucoup, Sonia. Allez, on est parti. Et du coup, entrons dans le vif du sujet. La première table ronde, le premier thème, c'est évolution majeure dans les traitements et la recherche. Ma première question sera au professeur Combe. En 40 ans, quels traitements ont représenté des tournants majeurs pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde? Merci. Je vous remercie Sonia de m'avoir donné 40 minutes pour répondre à cette petite question. Alors, en quelques mots, effectivement, il y a eu une énorme évolution en 40 ans, puisque Sonia a eu l'amabilité de dire que j'avais vu naître l'Andar. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, au cours des 20 dernières années, sur les principes de prise en charge de la maladie, il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été mises en place et souvent appliquées, comme le traitement précoce, un objectif qu'on n'avait pas, mais qui maintenant est atteignable, qui est la rémission, des traitements, des suivis très rapprochés des patients pour adapter au mieux la stratégie en fonction de la réponse au traitement et de l'activité clinique, etc. Et puis sur les médicaments, vous savez qu'il y a eu des progrès extraordinaires. Tout d'abord, le méthotrexate, il faut quand même y revenir et à tout seigneur, tout honneur, puisque le méthotrexate n'a pris sa place, bien que ce soit un ancien médicament, n'a pris sa place dans la polyarthrite rhumatoïde que dans les années, je dirais, 95-2000, alors qu'avant on était un petit peu frileux, mais depuis, il n'a cessé d'être là et d'être le leader dans les traitements de la maladie, d'être la référence, qu'il soit utilisé seul, notamment au début de la maladie, avec quelques corticoïdes parfois, ou qu'il soit en association avec les autres traitements qu'on appelle maintenant les traitements ciblés, dont il augmente significativement l'efficacité. Donc c'est vraiment la référence. Et après le méthotrexate, mais on a mis du temps à s'en apercevoir que c'était la référence. Après le méthotrexate sont arrivés, comme vous le savez, les traitements ciblés et au premier lieu les traitements biologiques, les biothérapies, que l'on a vu naître il y a un certain nombre d'années, mais qui sont devenus disponibles vraiment que dans les années 2000 à 2005, en tout cas en Europe. Et donc ça a été surtout les anti-TNF qui sont la deuxième référence dans les traitements de la polyarthrite, comme vous le savez tous. On a plusieurs traitements anti-TNF et ces anti-TNF, en dépit de la concurrence qui est arrivée secondairement, restent une référence importante. Ils ont confirmé leur efficacité et maintenant, après 20 ans, une excellente tolérance au long cours. Ensuite, on a vu apparaître d'autres traitements biologiques, dont deux sont particulièrement importants, l'abatacept et puis les inhibiteurs de l'interleukine 6, en particulier le tocilizumab, qui sont aussi deux classes de médicaments tout à fait efficaces et bien supportés et très proches en réalité des anti-TNF sur ce plan d'efficacité et tolérance. Et puis très récemment, et pour terminer, vous le savez, nous avons eu une autre classe de traitements ciblés qui sont complètement différents, puisque s'ils ciblent, ce ne sont plus des traitements biologiques, ce sont des molécules de synthèse, les inhibiteurs de JAK, les JAK inhibiteurs, dont plusieurs maintenant sont commercialisés. Ce sont des médicaments très efficaces, vous le savez, qui ont l'avantage aussi de pouvoir être utilisés seuls assez facilement, c'est-à-dire sans le méthotrexate par exemple.
mais qui ont montré récemment un inconvénient sur le plan de la tolérance, en particulier chez les patients d'un certain âge, les patients fumeurs ou ceux ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires. Voici un petit peu, en moins de 40 minutes, un revue générale, si je puis dire, sur nos traitements disponibles et qui ont complètement changé avec les stratégies de prise en charge, le visage actuel de la maladie et son évolution à moyen et long terme. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant du coup vers Madame Dugois-Jacques. Ces innovations, comment sont-elles perçues quand on est directement concerné en tant que patient? Alors, pour ma part, j'ai une polyarthrite depuis 30 ans. Et j'avoue qu'au début, les rhumatos étaient un peu désemparés en vous disant « mais on ne sait pas trop quoi vous donner ». On a connu pour les plus anciens les sels d'or, les choses comme ça. Et j'avoue que depuis une vingtaine d'années, mes rhumatologues me disent bon, écoute, on va essayer tel traitement, mais t'inquiète, si ça ne marche pas, il y en a d'autres après. Donc il y a un peu comme un côté un peu espoir en se disant t'inquiète, il y aura quand même autre chose après qui va fonctionner. Quand on tombe sur le bon, c'est un peu magique parce que pour certains, il y a des rémissions. Et ce qui est bien, effectivement, le fait, nous, quand on est dans les associations, on est souvent au courant des nouvelles thérapeutiques. Et petite anecdote, une fois, il y a quelques années, je vais voir mon rhumatologue et je lui dis, mais les anti-JAK, on y pense, est-ce qu'éventuellement je pourrais en prendre? Il me dit, les quoi? Et c'est 6 mois après que le médecin de ville a été au courant de ce traitement. Grâce à l'association, on avait, nous, le nez dedans, quoi. On était, je pense qu'effectivement, c'est une lueur d'espoir. Il y a la recherche, on se dit qu'il y a peut-être éventuellement d'autres. Et ce mot rémission, qui pour nous, on l'entend depuis quelques années, et quand on voit l'exemple de certains patients, c'est vraiment une lueur d'espoir, quoi. C'est très beau. Docteur Scheverbeck, les biosimilaires, ils ont changé la communication sur les traitements. Quels enseignements peut-on tirer de leur introduction et comment surmonter les réticences? Alors, je vais essayer de vous répondre de plusieurs façons. D'abord, expliquer ce que les biosimilaires, donc c'est le mot qu'il ne faut pas employer, donc on va mettre les 2 pieds dedans, c'est l'équivalent des génériques pour les biothérapies. Alors, je sais que c'est le mot qu'il ne fallait pas dire, je sais, mais je le dis exprès. Voilà. Donc, c'est grossièrement, on a une molécule Princeps qui a été développée par un laboratoire qui a véritablement fait un produit innovant. Ce produit, le caractère innovant a justifié un tarif initial. Et puis ensuite, finalement, cette molécule, elle perd son brevet et elle peut être copiée. Alors bien évidemment, ce n'est pas aussi facile que de faire la copie d'un produit chimique. Et donc ça justifie qu'on emploie un autre nom et que les exigences pour obtenir la mise sur le marché soient différentes, passent par un essai clinique, d'équivalence, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais donc c'est évidemment plus compliqué que de fabriquer un petit produit chimique qui est un générique habituel. Alors, quel est le sens de ces produits? En fait, si vous voulez, c'est l'innovation, elle a un coût. Elle a un coût qui est justifié pour le produit initial par parfois des années de développement, par un nombre de molécules qui n'arrivent finalement pas sur le marché et qui ont pour autant coûté énormément de temps, de recherche, de prix, de tout ce que vous voulez, pour le laboratoire qui est à l'initiative d'un produit innovant. Et puis ensuite, si vous voulez, est-ce que c'est justifié de payer toujours l'innovation quand on est 20, 25 ans plus tard? Bien évidemment que non. Et donc, si vous voulez, ces biosimilaires, leur intérêt majeur, c'est de permettre finalement à tout un chacun, à tout rhumatologue ou tout médecin, d'accéder à des produits dont l'intérêt est majeur, comme l'a souligné Bernard, mais pour un tarif qui est complètement différent. Et donc, c'est de ramener finalement le coût du médicament à ce qui est la réalité de l'utilisation au quotidien et de permettre à la majorité des malades d'accéder à des produits qui ont, ça a été dit, redit, complètement révolutionné la prise en charge. Et pour poursuivre sur le même sujet, l'ANDAR a fabriqué énormément de documents de communication. Est-ce que vous pensez que c'est des documents qui peuvent vous aider dans votre pratique quotidienne?
Alors bien évidemment, et la confiance finalement, si vous voulez, d'une certaine façon, le médecin il est toujours suspect de choisir une molécule pour un type de raison. La communication qui est faite par les associations de malades, ça a été fait notamment par l'ANDA, on y a largement participé avec Sonia, est tout à fait fondamentale pour que tout le monde prenne conscience de ce qui est l'enjeu véritablement sociétal des biosimilaires, qu'on n'impose rien finalement aux malades. Si pour N raisons, l'impression que ce soit le dispositif d'injection, que ce soit le ressenti du patient, si l'opinion est négative, on peut toujours revenir à la molécule ancienne, mais schématiquement, si on arrivait, c'était l'objectif fixé par le gouvernement, à 80% d'utilisation des biosimilaires, c'est véritablement une épargne, une économie pour le système de santé qui, encore une fois, est cruciale puisqu'elle permet de garantir l'accès aux médicaments et à l'innovation pour la majorité des patients. Donc je crois que c'est un combat là-dedans. Si vous voulez, le médecin peut être toujours plus suspect d'une connivence entre guillemets, le pharmacien également, et le rôle des associations là-dedans est totalement majeur puisque c'est l'association qui représente finalement véritablement l'ensemble des patients. Merci beaucoup. Mme Dugois a parlé de recherche et d'espoir. Professeur Fautrel, vous qui suivez particulièrement de près tout ce qui est évolution de la recherche clinique, quelle est pour vous la place qu'occupent les patients dans les essais et comment enrichir encore plus les connaissances en augmentant leur implication? Alors, cette place, elle a été un peu montrée par toutes les recherches qui ont été faites sur le VIH, où les patients étaient vraiment acteurs des sujets de recherche, étaient de façon extrêmement militante. Et finalement, c'est devenu le modèle, d'abord pour nos autorités, qui petit à petit ont fait peser sur nous une pression pour ouvrir la porte aux patients, non seulement pour rentrer dans les essais et participer à la recherche, mais aussi pour construire les protocoles de recherche. Ça a été quelque chose qui était très important, notamment dans le cadre du réseau de recherche qu'on a en rhumatologie qui s'appelle CRI Immediate, et pour lequel, donc, en travaillant main dans la main avec la filière maladies rares, la polyarthrite n'est pas une maladie rare, mais il y a quand même des communautés entre ces maladies rares inflammatoires et la polyarthrite, et pour créer une dynamique. Cette dynamique, elle a été extrêmement importante parce qu'au départ, eh bien, c'était compliqué de trouver des patients qui se sentaient autorisés à contredire les porteurs de projets, éventuellement qui ne se sentaient pas à l'aise avec les protocoles, la méthodologie de la recherche. Et donc petit à petit, de leur montrer qu'ils étaient bienvenus, ils étaient autorisés à parler, à critiquer, à apporter des éléments en plus. Et c'est devenu maintenant quelque chose, on a des réunions régulièrement pour les projets qui sont déposés auprès du ministère de la santé. Donc il y a des financements chaque année de plusieurs millions d'euros sur l'ensemble des thématiques médicales, et on a des crash tests. Les porteurs de projets viennent présenter leurs projets et des médecins, des méthodologistes et des patients viennent identifier ce qui pourrait être des points faibles de ces projets ou quelque chose qui ferait que les projets ont du mal à inclure des patients. Donc ça a vraiment été un progrès extrêmement important et qui se développe également à l'échelon européen, puisque l'EULAR, l'organisme européen de rhumatologie, essaie de donner une place très importante aux patients en tant que partenaire de recherche, d'enseignement, et même en tant que partenaire pour aller voir les autorités de santé, donc pour ce qui est l'accès au marché pour les innovations thérapeutiques. Et là encore, il faut montrer que même quand on n'est pas un expert de la réglementation du médicament, en tant que patient, on connaît une part de la vérité sur la maladie, sur les traitements, et qu'on a son mot à dire. Donc il y a vraiment une sorte de compagnonnage qui fait que la place des patients maintenant est tout à fait nette et indiscutable et indiscutée par les autorités et les porteurs de projets. Donc une grande avancée. Merci beaucoup. Professeur Philippot, les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle changent énormément de choses. Quels outils voyez-vous émerger pour améliorer le diagnostic et le suivi des patients? Alors je pense à l'évidence que quand je vois ces superbes photographies, pour ceux qui depuis 40 ans, c'est aussi un anniversaire pour certains, eh bien on peut ou pas changer. Je me dis que dans quelques années, nous n'aurons que des programmes informatiques qui seront à l'image. Peut-être, et après tout, ça sera pas mal d'avoir un peu d'intelligence artificielle plutôt que certains de mes petits camarades ici présents et néanmoins amis.
Bon, toute plaisanterie mise à part. Toute plaisanterie mise à part, aujourd'hui, quelle que soit notre activité, l'intelligence artificielle existe, elle sera en développement, donc il est inimaginable d'avoir une quelconque opposition, notamment en médecine. Il y a eu des exposés, notamment sur l'aide potentielle à visée diagnostique, d'imagerie médicale, et puis on peut comprendre que certains collègues ont autre chose à faire que de regarder des centaines de lames d'anatomopathologie tous les jours. Donc déjà, c'est quelque chose que tout professionnel, notamment en santé, doit s'approprier. Professionnel de santé, mais aussi patient, c'est dès aujourd'hui une réalité. La question, c'est d'être à ses côtés, de travailler dans une optimisation. Alors si on regarde dans notre discipline, il y a des choses simples et faciles. On est une discipline où l'imagerie a une place importante. À l'évidence, dans tout ce qui est technologie d'imagerie, c'est déjà en place, ça va progresser, et très clairement, certains collègues se concentreront un peu sur d'autres choses. On parlait avec Bernard, effectivement, quand Bernard utilisait prudemment le méthotrexate il y a un peu plus de 40 ans, mais il n'y avait pas le choix, il n'avait que ça. Bon, nous aussi d'ailleurs, en sachant qu'à Bordeaux, il y avait quand même de l'hydroxychloroquine, la panoplie thérapeutique était plus riche. Mais on sait que ça ne fonctionne pas forcément chez 100% des patients. Donc quand on parle de médecine prédictive, quand on parle aussi de médecine personnalisée, on le voit dans l'oncologie, et au-delà du QI ô combien supérieur à la normale de mes voisines et voisins, eh bien on sait que de toute façon, aujourd'hui et demain, toute une série de prises en charge diagnostiques et thérapeutiques reposeront potentiellement sur des algorithmes de prédiction. Donc c'est quelque chose, le plus important pour nous, c'est de se l'approprier et de rester aux côtés de ceux qui travaillent dans ce domaine, que l'on soit patient ou professionnel de santé. Donc c'est le présent et l'avenir. Merci beaucoup. Nous allons passer du coup à un moment d'échange. Je peux juste vous lancer peut-être un petit morceau de thème, mais à votre avis, quelles innovations sont attendues dans les 10 prochaines années et vont transformer, une fois à nouveau, la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde? C'est une question pour qui? Pour tout le monde. Bah, l'intelligence artificielle. Je sais pas. Ouais, j'aurais tendance à dire, si vous voulez, en complément de ce qu'a dit notamment Bruno pour les essais cliniques, si vous voulez, à mon avis, si on se réfère à ce qui s'est passé, par exemple, en oncologie, la première étape, ça a été de développer des médicaments efficaces qui permettaient de gagner un peu d'espérance de vie. Puis ensuite, on a eu des traitements, ça va être par exemple dans le lymphome, des choses comme ça, où maintenant le pourcentage de guérison est authentiquement important, mais parfois au prix de toxicité de certains médicaments, de développement de ce qu'on appelle les comorbidités, donc des complications cardiovasculaires, des complications respiratoires, rénales, des traitements. Et donc il a fallu gagner sur ce deuxième sujet, mais qui a encore une fois quelque chose de très technique, avec des objectifs qui sont vraiment des objectifs médecins. Ce qui a vraiment apporté, en l'occurrence, ce qu'ont apporté les associations de malades en oncologie, c'est tout le développement de non plus quantité de vie ou quantité de survie des organes, mais c'est qualité de vie. Et ça, je pense que c'est complètement crucial et que c'est bien sûr quelque chose qui est maintenant intégré au raisonnement médical, probablement notamment sous la pression des associations de malades, mais qui devient un paramètre essentiel de l'évaluation des stratégies médicales et qui va encore falloir affiner. On voit bien qu'on bute actuellement, comme l'a rappelé Bernard, on a des traitements qui nous émerveillent, qui permettent une polyarthrite ne détruit plus les articulations comme elle le faisait quasi constamment auparavant, n'obère plus l'espérance de vie des patients, on contrôle l'inflammation, mais vous voyez que les objectifs du médecin, grossièrement caricatural, et notamment nos compagnons du nord de la France qui ont des objectifs plus restreints que dans le sud, on réfléchit plus avec Bernard. Donc, grossièrement, quand on a corrigé la CRP à Lille, on est content. Mais voilà, 40% des malades continuent à souffrir, 70% continuent à être fatigués en permanence. Et donc, il faut aller creuser autre chose. Il y a probablement des explications physiopathologiques qui parfois nous échappent, mais aussi des objectifs thérapeutiques
qui apparaissent et qui sont cruciaux finalement pour que nos patients ne soient plus simplement prévenus d'une dégradation articulaire, mais qu'ils mènent une vie normale. Oui, ça je crois que comme on est tous ensemble, patients et partenaires industriels, c'est à l'évidence une évolution souhaitée et souhaitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé de prix de médicaments, mais c'est sur des raisonnements, je dirais, durs. Une survie en oncologie, moins d'hospitalisation, moins de prothèses, et on attribue potentiellement un prix sur des critères durs. Et quand on essaye, et quand on participe de temps en temps aux côtés de l'industrie à l'innovation thérapeutique, quand on met en avant des critères patients, des critères subjectifs, à l'évidence, encore aujourd'hui, les autorités de santé et le payeur est en grande difficulté pour être capables d'accorder un prix à des critères subjectifs. Donc là, il y a une évolution attendue dans beaucoup de domaines. La cancérologie, voilà, beaucoup de personnes ne décèdent plus, mais vont avoir cette maladie chronique pendant des années, avec des prises en charge, d'effets secondaires des traitements, des comorbidités, des chirurgies, etc. Donc il y a un domaine d'évolution attendu dans ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est critères patients, puisqu'on est ensemble, industriels, patients et médecins. Bernard. Oui, mais au-delà de ça, je dirais aussi qu'il y a peut-être une prise de conscience par les médecins qui est parfois insuffisante. Puisque, comme vous l'avez dit, comme ça a été dit par Thierry et René-Marc, les critères patients de qualité de vie sont pour le patient ce qui est le plus important souvent. Hein, ils nous parlent de douleur, de fatigue quand ils sont interrogés sur leur maladie. Ils parlent peu d'articulation gonflée, ils parlent pas, comme tu l'as dit, ils parlent peu de la CRP. Alors que nous, nous, on veut que les articulations ne soient pas inflammatoires, que la CRP soit normale, que les radios soient normales ou ne bougent pas. Ce n'est pas la préoccupation numéro 1 des patients. Quand on les interroge, eux, je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas être fatigué. Et des fois, on fait des consultations, on est content, nous en tant que médecins, et puis à la fin de la consultation, mes docteurs, je suis fatigué, alors qu'on leur dit qu'ils vont bien. Et on sait en fait que ces critères patients peuvent être liés à la polyarthrite directement, à l'inflammation, à l'évolution de la polyarthrite, mais pas uniquement. Et longtemps, on ne s'est pas trop posé la question d'ailleurs de cette origine des plaintes patients qui peuvent être liées directement à la polyarthrite ou non. Et je pense qu'en pratique courante, on a besoin, nous en tant que professionnels de santé, de vraiment essayer de trouver, pour un patient donné, quelle est l'origine vraie des symptômes? Parce que si on considère on va traiter la polyarthrite, on va changer de traitement, souvent sans avoir fait la recherche de l'origine du symptôme, ça va être un échec. Alors qu'il y a d'autres façons de prendre en charge, parfois, en plus du traitement direct de la polyarthrite, ces patients. Et alors, en complément de ce que vient de dire Bernard, et je vais pour le taquiner, vous avez vu, Bernard, il a soigné la polyarthrite. À Bordeaux, on soigne le patient. Non, mais c'est pour le... Voilà, vous comprenez bien qu'on a exactement la même attitude, bien évidemment. Mais c'est probablement que le changement, il est là, il va être là. C'est-à-dire que pour l'instant, on avait face à des maladies dont on connaissait le devenir potentiel, la gravité potentielle, la capacité à détruire, la capacité à abîmer différents organes. Et ça, on a été émerveillé par beaucoup de choses. Je vais quand même flatter Bernard. Beaucoup de choses sont apparues à Montpellier, à instigation, l'utilisation du méthotrexate très tôt, le développement des stratégies thérapeutiques, tout ça. Nous, on était des jeunes médecins à l'époque, on a bénéficié de tous ces progrès. Maintenant, je pense qu'on passe à l'étape d'après, c'est vraiment se préoccuper plus des plaintes du patient en lui-même. Et peut-être ça va nous apprendre aussi des choses nouvelles. Je pense que si on regarde ce qui s'est passé, j'ai été frappé au dernier congrès de l'ACR. Par exemple, je ne m'étais jamais rendu compte de l'influence, une fois qu'on résout l'inflammation, de ce qui est la part liée aux fibroblastes, à la prolifération vasculaire, la néovascularisation, innervation du tissu anciennement inflammatoire. Il y a des cibles probablement thérapeutiques nouvelles qui apparaissent et qui sont potentiellement à l'origine des plaintes des patients, quand bien même l'inflammation est maîtrisée. Donc tout ça, c'est aussi des territoires
potentiel de recherche nouvelle, de développement aussi de thérapeutiques nouvelles, mais aussi d'une façon complètement différente de prendre en charge le patient, avec tout ce qu'on a appelé prise en charge globale, la prise en charge holistique, et voilà, tout un tas de conséquences finalement plus éloignées de l'inflammation que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Effectivement, sur les 40 ans qui viennent de passer, oui, on est passé sûrement de la prise en charge d'une maladie à une prise en charge d'une personne qui a une maladie. Et du coup, une question qui nous est venue et qui malheureusement vient souvent dans le cadre des maladies chroniques, quand est-ce qu'on va la guérir, la PR? Alors là, je vais laisser René Marc prudemment. Non, je pense que, si vous voulez, probablement, finalement, je vais vous répondre de façon inélégante en reprenant l'exemple de ce qui se passe pour le cancer. Si vous voulez, alors là, on va se mettre tous les trois dans le même sac, même si on a une toute petite différence d'âge avec Bernard. Si vous voulez, quand on faisait un diagnostic de cancer avec des métastases osseuses, quand on était respectivement interne ou chef de clinique, l'espérance de vie, elle se comptait en semaines et en mois. Et maintenant, on sait très bien que c'est devenu une maladie chronique, avec toutes les conséquences de ce que sont une maladie chronique, sur la qualité de vie, sur tout ce que vous voulez. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si on pourra guérir de tout dans l'avenir. Et je pense que cette quête à la guérison absolue, à la correction de la réponse immunitaire, à titre personnel, je pense qu'on va vraiment vers un excès. Et que, en fait, ce qu'il faut, c'est considérer que probablement on est tous quand même appelés tôt ou tard à ce qui nous arrive un malheur, et c'est apprendre à vivre avec une maladie chronique sans qu'elle ait de conséquences perceptibles au quotidien. Voilà, je dirais que pour moi, c'est pas la guérison qu'il faut viser, c'est la vie normale au prix d'un traitement qui doit être le plus facile à prendre et à tolérer au quotidien, et puis avec le moins de conséquences possibles sur la vie personnelle, sur la vie relationnelle, sur le travail, sur tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si mes petits camarades... Oui, le sujet est vaste. On y arrivera probablement un jour où à la contrôler. Il y a un autre grand sujet, il y a guérir et il y a prévenir. Et donc c'est vrai qu'avec un Montpellierin à mes côtés et sa brillantissime succession avec Claire Dayen, il y a aussi ce sujet de l'identification très précoce des sujets à risque élevé de développer la maladie. Et on peut avoir tout autant d'espoir, si ce n'est plus, non pas de la guérir, mais de totalement la prévenir. On peut rêver, il faut rêver, et peut-être que demain, avec des stratégies qui sont en cours d'évaluation, qui seront à valider, et peut-être demain d'autres idées, je pense, quand on reviendra, Bernard, dans 20 ans, qu'il y aura aussi une piste qui est celle, notamment des enfants, de ceci, de cela, où l'accumulation et peut-être l'intelligence artificielle sera capable de déterminer une très haute probabilité de développer la maladie. Et là, peut-être qu'il y aura des stratégies de prévention efficaces. Donc il y a la guérison, et effectivement, on ne sera peut-être à court terme que sur le meilleur contrôle possible. Et par rapport à la dermatologie, par exemple, qui nettoie la maladie à 90-100%, on en est loin, on a encore des pistes de progrès. On va s'occuper un peu plus des critères patients, et les jeunes seront peut-être plus attentifs parce qu'ils n'ont pas, comme mes deux voisins, connu cet impact de contrôle de la maladie structurale. Mais il y a la piste de la prévention, qui est une piste qui n'est pas négligeable du tout. Juste pour dire que je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que la guérison, on n'ose pas en parler. Peut-être qu'on osera dans 10 ans, mais pour l'instant, on n'ose pas, puisqu'on a longtemps été déçus. La prévention, c'est effectivement, au cours des dernières années, et je pense pour les années à venir, un domaine très important, d'autant qu'on sait que plus on intervient tôt, et là, on intervient même avant, même si on ne guérit pas, on diminue considérablement la sévérité de la maladie. Donc ça, c'est franchement un domaine très important. Il y a un autre domaine qui nous a un petit peu déçus, mais il ne faut jamais dire qu'on n'y arrivera pas, par rapport à l'oncologie, où ils arrivent à parfaitement déterminer quel patient aura quel traitement. Nous, dans nos rhumatismes inflammatoires chroniques, en particulier dans la polyarthrite et les patients atteints de polyarthrite, on n'a pas réussi à sélectionner parfaitement quel traitement pour quel patient, en dépit d'une recherche importante.
si on arrive à avoir des marqueurs, et pourquoi pas aussi l'intelligence artificielle pour aider, à déterminer quel traitement pour quel patient, ça serait également un progrès pour les toutes prochaines années. Merci beaucoup à tous. Ça fait la transition parfaite avec le deuxième thème du coup, que nous avions choisi d'aborder aujourd'hui, qui est les progrès dans la prise en charge en attendant la guérison et la qualité de vie des personnes qui vivent avec une polyarthrite rhumatoïde. Je me tourne vers Ghislaine. Du coup, en tant que patiente, comment avez-vous vu évoluer la prise en charge au quotidien et les soutiens proposés par les professionnels de santé ? Alors c'est vrai, je fais toujours le comeback par rapport à il y a 30 ans et la comparaison et l'évolution où à l'époque, moi c'est vrai que je suis arrivée dans un service où il n'y avait que des personnes âgées et l'avenir était plutôt tristounet. J'ai même certains collègues, patients, à qui on a dit vous allez finir en fauteuil. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait des rhumatologues qui arrivent à dire ça à des patients qui ont l'APR. Pour ma part, je vois qu'on parlait de qualité de vie, et c'est vrai que c'est l'essentiel, savoir gérer et les crises et la fatigue. D'ailleurs, c'est nos rôles quand on fait des ateliers d'éducation thérapeutique, d'utiliser des outils, et il en existe pour gérer la fatigue. Mais pour ma part, j'ai une passion qui est l'art, je continue à peindre, je fais des expos, je donne des cours de peinture, et je pense que les activités passion, tout ce qui peut nous apporter le bien-être va être important. On parle beaucoup de développement personnel, de choses comme ça. Et c'est vrai que tout ce qui est relaxation, sophrologie, c'est des choses dont on entend parler depuis une dizaine d'années. Il y a 20 ans, jamais on en aurait parlé dans tout ce qui est gestion de stress ou des choses comme ça. Donc oui, l'observance thérapeutique, c'est une chose. Savoir se gérer. Et puis, il y a peut-être dans le futur, comme il y a 20 ans, on nous disait vous allez être dans un fauteuil. Aujourd'hui, on est dans une période charnière où on fait avec, on apprend à vivre avec. Et dans le futur, peut-être qu'il y aura d'autres méthodologies, je ne sais pas. Déjà, la grosse progression, c'est qu'à l'heure actuelle, effectivement, les traitements sont mis dès le début en place. Et on n'a plus du tout ces cas avec des grosses opérations de prothèses de partout. Où, je ne sais pas, on peut imaginer des exosquelettes qui peuvent éventuellement endiguer, je ne sais pas moi, la dégénérescence des articulations. On peut imaginer plein de choses. Mais je dis ce qui est important, c'est toutes ces choses qui sont mises en place. Après, nous, au détriment, on en parlait à midi, au détriment, c'est que les personnes, effectivement, ont des traitements qui sont mis en place. Donc, du coup, peuvent conserver une activité professionnelle, ce qui est très bien, mais ça leur laisse moins de temps pour tout ce qui est associatif, par exemple. Donc on rame à essayer, et si vous entendez, on rame à recruter, entre autres, des gens qui seraient engagés dans l'associatif. Mais là aussi, il y a quelque chose, moi, il y a 20 ans, avant de faire partie d'une association, je ne voulais pas être associée à des patients. Je ne savais pas ce que c'était une association. Et là aussi, on a peut-être aussi un rôle à donner, un rôle autre des associations. Ce n'est pas des gens qui se retrouvent pour se plaindre de leur pathologie. Il y a plein de choses qui sont faites et moi, ça apporte même à nous tous énormément, quoi. Merci beaucoup. Professeur Philippot, un nouveau métier se développe, IPA, infirmière de pratique avancée. Quelles sont les missions qui vont leur être confiées ? Ah, ça, c'est un beau sujet. J'ai cru voir Catherine dans la salle. Donc, c'est vrai que depuis de nombreuses années, certains, dont on peut le citer Maxime Lugados, aient bien insisté pour qu'on parle d'infirmières de rhumatologie. Et c'est vrai que dans les centres, notamment tertiaires, les gros hôpitaux, on a des infirmières qui travaillent avec nous pendant parfois des années, des dizaines d'années, et qui se sont un peu spécialisées. Donc là, il y a eu effectivement, en réponse partielle certes, mais un des moyens pour pallier à la chute de la démographie médicale, ça a été effectivement d'imaginer des professionnels de santé qui en l'occurrence sont en général des infirmières au départ et qui, moyennant une formation de 2 ans, eh bien, vont acquérir dans des thématiques aujourd'hui fixées et limitées, mais dont il existe les comorbidités, ce qui permet en rhumatologie aujourd'hui d'avoir une validation officielle, d'avoir ces infirmières pour lesquelles on met en place une certaine délégation de tâches. Alors en rhumatologie, ça reste un petit peu régional. Je pense, Catherine est à peu près en face de moi, il doit y en avoir à peu près une vingtaine très officiellement IPA en rhumatologie, ou peut-être pas tout à fait une vingtaine.
Et donc, effectivement, on leur confie un certain nombre de tâches. Ce sont des tâches d'évaluation, des tâches de suivi, mais la réflexion va jusqu'à des tâches de prescription. Donc, on peut imaginer, puisque Bernard le rappelait, le méthotrexate est le traitement de référence de première ligne. Donc, la prescription du bilan avant l'initiation du méthotrexate, la prescription et le suivi du bilan biologique, la prescription, pourquoi pas, et s'assurer des vaccinations, en gardant peut-être le médecin, la discussion en cas d'effet secondaire, qu'est-ce qu'on fait, en cas d'optimisation thérapeutique. Donc effectivement, un véritable partenariat qui existe dans beaucoup de services de façon informelle, mais aujourd'hui dans certains centres et demain, eh bien effectivement d'avoir ces agents. Alors, bien sûr, le petit point faible, c'est la rémunération. Mais, voilà, donc effectivement, nouvelle profession. Et en rhumatologie, vous avez 2 professions comme ça qui ont une certaine, je dirais, autonomisation, infirmière et les kinésithérapeutes, qui pour le moment ont une autonomisation dans certains domaines. Il n'y a pas celui des grands rhumatismes inflammatoires, mais ça marche. Donc il y en a, bon, je pense qu'on a une IPA dans chacun de nos services. Voilà, donc la mienne, voilà, mais on a défini régionalement exactement leur domaine de compétences. Merci beaucoup. Mais la qualité de vie des patients, c'est aussi la réaction de la société face à la maladie, face au handicap qui s'installe. Gérard Thibault, des initiatives comme le polyarthroton peuvent changer la perception de la polyarthrite dans la société. Quel rôle peuvent jouer ce type d'actions pour améliorer le quotidien des malades? Bien. Tout d'abord, moi je tiens à remercier, mais très sincèrement, du fond du cœur, Landar, qui m'a permis de me lever ce matin à 5h15. Le réveil a sonné et je considérais ça vraiment comme une chance extraordinaire. Merci Sonia. Ah, du coup, j'ai plus de voix. L'objectif de mon intervention est de vous parler du polyarthroton. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le polyarthroton est né il y a un peu plus de 15 ans, je pense, du côté de Besançon. Et on a eu durant de longues années 3 polyarthrotons, Besançon, Paris et Toulouse, donc en présentiel. Depuis la Covid, même peut-être un peu avant, on a développé les polyarthrotons en distanciel le jour, je crois, la journée mondiale de l'arthrite du côté du 12 octobre, qui a un véritable succès avec l'investissement des équipes hospitalières, l'investissement de l'industrie pharmaceutique et d'autres entreprises. Un excellent résultat. Aujourd'hui, on a encore en main un polyarthroton présentiel du côté de Toulouse. Le polyarthroton, il a 2-3 objectifs. Un, c'est de faire découvrir la polyarthrite au grand public. Pour rappel, c'est quand même le rhumatisme inflammatoire le plus important en France, dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, et c'est une pathologie, somme toute, qui est totalement inconnue. Si on n'a pas un membre de sa famille touché par la polyarthrite, les gens ne connaissent pas du tout cette maladie. Donc le polyarthroton va passer par un rôle d'information, et également va toucher la recherche. Concernant l'information, c'est une rencontre importante ce jour-là avec notamment le public, et moi j'ai eu la malchance, entre guillemets, qui s'est transformée en chance, mais de rencontrer à 2 polyarthrotons différents, 2 jeunes filles, terrassées par la maladie, totalement au fond du gouffre, et qui, en voyant l'événement, en voyant que les gens marchaient, couraient, que moi-même j'arrivais quand même à bouger pas mal, elles ont accepté de démarrer les biothérapies. Et j'ai une pensée toute particulière pour Dorine, qui a pu enclencher derrière la boxe thaï en Thaïlande, bravo pour elle, et Néla, une jeune Algérienne qui a pu prendre un commerce sur Paris. Voilà, 2 filles où la destinée était totalement sans espoir et qui, de par cette rencontre sur le polyarthroton, se sont tellement métamorphosées. Je pense aussi, et j'ai en mémoire, la rencontre de rhumatos avec leurs patients. C'est vrai que les rhumatos, des fois, même si la communication, évidemment, s'est nettement améliorée. Vous êtes des gens avec qui on peut parler. Enfin, moi, j'ai connu, il y a 50 ans, on était au garde à vous devant les professionnels. Et aujourd'hui, quelle chance de vous avoir et de vous rencontrer. Et ceci dit, il
y a des patients qui vous ont découvert encore sur les polyarthrotons avec encore un visage différent et encore plus sympathique que vous l'étiez avant. Donc vraiment un excellent moment. Puis je pense aussi à des rencontres, toujours par rapport aux patients sur ces événements, c'est la rencontre avec des enfants, des petits-enfants de la maman, par exemple, qui a une polyarthrite. Moi, je rencontre des enfants là sur Toulouse, la maman est en Dordogne, ils viennent se renseigner et voir qu'est-ce que la maladie, comment ça se passe, comment ils peuvent aider. Donc c'est vraiment des rencontres extraordinaires. Je vais accélérer parce que le polyarthroton, ça me tient à cœur et je pourrais y passer énormément de temps. C'est un investissement aussi concernant la recherche. Donc le polyarthroton, ce sont des versements de fonds pour des bourses qui vont côté chercheurs pour améliorer donc la recherche. Tout à l'heure, j'entendais qu'il serait tellement important peut-être qu'un jour, on puisse avoir tout de suite la bonne cible en matière de traitement. Ce serait un temps extraordinairement important de gagner par rapport à la pathologie. Et on sait qu'il est important de réagir très très vite. Je note aussi, et ça c'est le côté positif du polyarthroton, par exemple cette année, on a 3 retours intéressants. C'est-à-dire, on a participé à une course là sur Toulouse, de par la notoriété du polyarthroton, on nous a contactés et les fonds étaient reversés donc à l'ANDAR, notamment pour la recherche. Là, prochainement, on va participer à une pièce de théâtre organisée par Airbus. J'ai la chance, j'espère qu'elle n'est pas connectée, d'avoir une polyarthrite au niveau d'Airbus, donc qui nous permettent de récupérer les fonds au travers de cette pièce de théâtre. Et puis, on a été contacté en début d'année, en fait, par une fac de médecine sur Avignon, où un garçon avait sa maman qui avait une polyarthrite. Donc du coup, on est allé faire un polyarthroton du côté d'Avignon et récupérer les fonds. Après, ce qui est intéressant et ce qui est indispensable, c'est pas intéressant, mais c'est indispensable, c'est que pour mener à bien ces polyarthrotons, il faut avoir avant tout une bonne santé. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, pour rebondir sur cette bonne santé, professeur Combe, la qualité de vie des patients, c'est un enjeu clé aujourd'hui. Quel aspect de cette qualité de vie, selon vous, nécessite encore des efforts pour mieux accompagner les malades ? Alors je crois que la qualité de vie, on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure, donc je vais faire relativement court, dans le sens où quand même, la qualité de vie, on l'a dit, c'est la premier objectif des patients, et nous, c'est plutôt le second, puisqu'on veut d'abord contrôler la maladie, ce qui reste réel et nécessaire, si on veut d'ailleurs améliorer la qualité de vie derrière, mais ce n'est pas suffisant, et donc il faut s'intéresser aux questions que se posent les patients, et on l'a vu, la douleur, la fatigue, mais également, qui sont souvent les 2 éléments qui reviennent en premier, mais également par ailleurs aussi peut-être se pencher sur les loisirs que les patients souhaitent et parfois ont perdu, l'activité professionnelle, et puis une chose dont on parle peu, mais qui revient de plus en plus maintenant, c'est l'activité sexuelle des patients qui est souvent négligée, difficile à discuter en consultation, mais qui, in fine, est un sujet aussi important. Merci. Daniel Vacher. Peut-être en complément de ce que vient de dire Bernard, parce que je crois qu'il y a 2 sujets en fait qui se rejoignent. Alors je partage totalement. Moi, j'avoue qu'évoquer la santé sexuelle au cours d'une consultation, voilà, pour nous c'est compliqué, c'est pas naturel, c'est pas forcément ce à quoi on pense en priorité. Et là, je pense que nous on a donc des journées portes ouvertes dans le service, comme ça se fait chez vous deux probablement, avec les associations de patients qui viennent sur place et qui évoquent un certain nombre de sujets avec des patients qui viennent avec différentes questions. Ça peut être c'est la nutrition, la santé sexuelle, ça peut être les problèmes qu'on a pour un système assurantiel, pour faire un emprunt quand on a une maladie chronique. Et tous ces sujets-là qui sont en fait connexes à la maladie, pour lesquels nous, on n'a pas forcément une compétence particulière, parce que la question émerge via les associations de malades, on monte en fait des ateliers spécifiques qui apportent, je crois, véritablement un complément vraiment essentiel à ce qu'est la prise en charge médicale.
le médecin, il faut quand même lui demander ce qu'il sait faire, c'est-à-dire gérer la part médicale des choses. Il y a tout un aspect comme ça connexe qui est important et qui doit se développer et qui peut se développer au travers de l'activité des associations. Puis un deuxième élément qui sont ce sont les stratégies non médicamenteuses, qui sont actuellement encore très mal développées en France. On a vu, je vais reprendre l'exemple du cancer, qu'on a vu se développer avec tout ce qu'on appelle les soins de suite, et qui sont essentiels et dont on se rend compte que l'objectif était uniquement la qualité de vie au départ apportée par les soins de suite, et on se rend compte que l'amélioration de la qualité de vie au travers des soins de suite finit par améliorer aussi la quantité de vie et corriger un certain nombre de comorbidités liées au fait que quand on ne bouge pas, on prend du poids, on développe plus de diabète, on développe plus de comorbidités, etc. Et donc je crois qu'un des champs nouveaux, ça va être tout ça. C'est tout ce qu'on développe au-delà du médicament et avec des stratégies qui actuellement, donc, au travers de ce qui s'est fait notamment en cancérologie, il y a tout un tas de dimensions nouvelles avec, encore une fois, par exemple pour l'activité physique, où voilà, c'est pas n'importe quelle activité physique qu'on va développer dans telle ou telle maladie. Il faut l'évaluer. Il faut, si vous voulez, quand on prend, je sais pas, la méditation, la sophrologie, l'hypnose, c'est pas une pratique culturelle qu'on va développer. C'est quelque chose qu'il faut développer de façon consciente. C'est tant de séances dans telle indication, dans telle circonstance et qui va être évalué de telle façon. Et donc c'est finalement un raisonnement scientifique qu'on va appliquer à un domaine qui est une appréciation plus subjective de ce que sont le ressenti des patients. Et ça, je crois que c'est vraiment un champ complètement nouveau qui se développe progressivement et auquel on essaye d'associer la Société française de rhumatologie depuis quelque temps. Merci beaucoup. Et du coup, pour rebondir sur votre propos, Madame la présidente de l'ANDAR, si vous nous parliez d'éducation thérapeutique du patient, justement, ce moment où on peut peut-être améliorer la qualité de vie dans un cadre bien spécifique. Effectivement, l'éducation thérapeutique donne au patient tous les outils qui lui sont propres, dont il a besoin pour gérer sa vie, sa maladie, le mieux possible, pour améliorer son quotidien et pour vivre de manière autonome. Donc, il en tire vraiment des bénéfices. Et quelle que soit la forme du programme qui va lui être proposé, il va en tirer des bénéfices. Alors, ces bénéfices ont été identifiés, mais bon, je dirais que c'est un peu comme la liste des effets secondaires. On connaît ces bénéfices, mais après, les patients prennent les bénéfices qu'ils peuvent en tirer chacun pour soi. Alors, parmi ces bénéfices, évidemment, il y a la compréhension de la maladie. Quand le patient comprend sa maladie, il va savoir identifier les symptômes et il va savoir identifier des comportements, il va pouvoir adapter les comportements à éviter aussi. Et il pourra se protéger en évitant des comportements qu'on lui aura appris à risque. Il va pouvoir aussi apprendre à gérer ses traitements. Donc en gérant ses traitements, il va déjà mieux comprendre les prescriptions. Il va savoir identifier les effets secondaires. Et de ce fait-là, il saura aussi, pareil, éviter des situations à risque. Alors qu'est-ce qu'il peut en plus en tirer ? Réduire les complications, notamment je pense aux maladies associées. S'il connaît bien la pathologie et les risques liés à cette pathologie, il va pouvoir réagir au bon moment. Et pourquoi pas éviter des hospitalisations ou des consultations inutiles en réagissant lui au bon moment. Il aura acquis des compétences suffisantes pour pouvoir réagir. Alors évidemment, tout ça, ça concourt à lui faire gagner en qualité de vie, parce qu'un patient qui connaît bien sa maladie, qui sait pourquoi il prend des traitements, il va être beaucoup moins stressé, beaucoup moins angoissé. Il va pouvoir vivre, je ne dis pas normalement, mais avec beaucoup moins d'angoisse. Oui. Et puis, il gagne aussi en compétences sociales,
parce que ces séances de TP vont permettre des échanges et vont lui permettre de lui apprendre à s'exprimer, à exprimer ses besoins, et aussi bien avec ses proches qu'avec les soignants. Donc finalement, le soignant va en tirer des bénéfices aussi, parce qu'il va se trouver avec un patient qui saura davantage dialoguer, davantage s'exprimer, et du coup, lui, le patient, il va gagner le soutien de ses proches, parce qu'il saura s'exprimer quand il en a besoin. Donc c'est tout bénéfice de suivre un programme d'éducation thérapeutique. Merci beaucoup. Pour tirer le fil, une question qui est arrivée sur le chat, mais vous avez déjà commencé à y répondre. Peut-on parler de tout avec son rhumatologue? Donc, vous venez nous dire on peut apprendre un ETP à le faire. Vous nous avez parlé un peu de vie sexuelle qui est compliquée à aborder. Est-ce que la réponse est oui, sans aucune restriction? C'est vous qui répondez ou c'est moi? Ah ouais. Écoutez, je vais faire le côté patient. Est-ce que moi, en tant que patiente, je me sens de parler de tout à un médecin? Et vous, en tant que professionnel, est-ce que vous êtes ouvert à toute discussion? On en parlait tout à l'heure, quand vous parliez de fatigue, ce n'est pas quelque chose dont les patients avaient l'habitude de parler. C'est aussi pour ça que les programmes de TP, on a plus facilité, nous, à animer des ateliers sur la fatigue. C'est vrai qu'on parle de préparation de consultation, on dit aux patients de prioriser leurs questions. Ça va être, j'ai mal à mon épaule, il faut faire une radio, j'ai besoin de semelles, il faut renouveler mon ordonnance pour des traitements, pour les prises de sang, puis on arrive aux 20 minutes de consultation et à la fin, j'ai oublié de lui dire que j'étais super fatiguée et il n'y a pas un petit truc pour la fatigue. Dans les ateliers, on leur donne des trucs et des astuces pour gérer ça. Vie physique et intimité, on en parle dans les ateliers d'éducation thérapeutique qu'on fait vivre avec la maladie, où effectivement, il y a des gens qui disent, bon, nous, souvent dans les ateliers, il y a beaucoup de femmes, donc on pia beaucoup, et souvent, elles disent, ben voilà, avec mon mari, il y a des choses que je ne peux pas faire et tout. Et à l'Andar, on a des petits livrets avec, entre guillemets, des positions soulageantes. Et ben à la fin de l'atelier, bizarrement, les petits livrets ont disparu. Donc on voit qu'il y a un besoin d'aborder ces sujets. C'est pas forcément évident, moi j'en parlerai personnellement, peut-être plus avec ma gynéco, c'est vrai, mais il faut avoir, je pense, la relation dont tu parlais la dernière fois, ou au début de ta pathologie, tout à l'heure quand tu parlais qu'au début de ta pathologie, c'était le médecin devant lequel on était en admiration. Là, je pense qu'il y a plus de relations, alors du fait de la connaissance, la meilleure connaissance d'ailleurs des traitements, je dirais pas d'égal à d'égal, mais nous les patients experts, on a l'expertise de la vie au quotidien H24. Ce n'est pas de 8h du matin de consulte à 20h. C'est toute la nuit, toute la journée, 365 jours sur 5. 365. Et en fait, je pense que cette relation soignant-soigné, elle est hyper importante. Le nombre de fois où on dit à des patients, si ça ne passe pas avec votre rhumato, essayez d'en trouver un autre. Moi, j'ai la chance d'avoir une rhumato avec qui ça passe très bien. Et pareil, comme vous le disiez, elle a une vision transversale. Elle parle de problèmes dermatologiques, de gynéco, de problèmes associés, enfin de plein de choses, qui fait que je ne suis plus la maladie, comme on aurait pu l'être il y a quelques années, mais une personne à part entière, où elle me parle des expos que je peux faire. Ma priorité, c'est la motricité des mains et des épaules, donc ça va être l'activité physique adaptée, avec en priorité développement de la partie du haut du corps. Voilà, donc c'est toutes des choses avec lesquelles, moi je pense, on doit apprendre aussi aux patients à avoir la liberté de dire ce qu'ils veulent à leur rhumato. Et puis de changer de rhumato s'il ne nous plaît pas. Alors, je vais faire la réponse du côté médecin. Est-ce qu'on peut poser toutes les questions à son médecin? Je crois que ça dépend. Si vous voulez, le degré de confiance qu'on a réussi à instaurer dans la relation médecin-patient, j'aurais tendance à vous dire que moi, bien entendu, on peut me poser toutes les questions. Est-ce que je suis capable de répondre à toutes les questions? Bien sûr que non. Et c'est peut-être aussi un des éléments qui a beaucoup évolué dans la relation médecin-malade, c'est que j'accepte évidemment, est-ce que je sais tout? Non, il n'y a qu'à Montpellier qu'on sait tout. Non, je ne sais pas tout, je ne suis pas capable de répondre à toutes les questions, mais je suis capable d'entendre toutes les questions et d'essayer de trouver l'interlocuteur ou le correspondant ou la stratégie qui va permettre de répondre à la question posée. Et je crois que c'est ça aussi qui, si vous voulez, pour être caricatural, j'avais un patron que tu as connu,
un côté caricatural lié à son époque, le malade qui demandait est-ce que ce traitement, est-ce que ça peut donner un effet contraire ou etc. Et il arrachait le papier. Madame, comment s'appelle ce document? Une ordonnance, figurez-vous, ça vient du verbe ordonner. Voilà, ça c'était l'éducation thérapeutique que j'ai connue dans les début des années 80. Voilà, il est évident qu'on ne se comporte plus comme ça et que les gens ne supporteraient pas et ne comprendraient pas qu'on se comporte comme ça. Et donc, est-ce que le médecin connaît tout? Non. Est-ce qu'on peut lui poser toutes les questions? Oui. Et il va falloir effectivement développer la stratégie qui permette de répondre à la question. Je ne sais pas si tu... Oui, après, il faut quand même être lucide. À Bordeaux, on n'a pas les réponses à toutes les questions, à Montpellier non plus, et à Lille non plus. Ce qui est difficile, c'est que le médecin en face, parfois il a la réponse, mais elle n'est pas brillantissime. On parle de la fatigue, on parle de la douleur. Il est beaucoup plus facile pour le médecin de répondre sur les critères durs de la maladie. Et quand on a en face de nous quelqu'un dont on sait que de toute façon 7 fois ou 8 fois sur 10 ils sont fatigués, on sait très bien que notre réponse médicale et scientifique, c'est faites de l'exercice. Et faites de l'exercice, quelle que soit la pathologie rhumatismale, c'est pas toujours évident d'avoir cette réponse. Ce que je veux dire, c'est que sur les critères patients, on n'a pas la même puissance médicale d'efficacité. Donc, on est potentiellement plus ou moins en situation difficile, délicate dans notre grand pouvoir médical. Et puis l'autre élément, c'est que dans une maladie comme celle-là, c'est pas que je vais le dire, tous les domaines de la vie peuvent être impactés. Tous les domaines. Et on sait très bien qu'il y a eu, avec les traitements ciblés, une amélioration médicale absolument considérable, mais vous n'allez pas me contredire. Vous avez 1 à 2 visites par an dans le centre tertiaire, elles durent 20 minutes quand tout va bien, et sur les 20 minutes, il y a parfois 19 minutes 30, j'allais dire un peu techniques, c'est-à-dire qui sont ciblés sur la stratégie ciblée. Et du coup, le reste, eh ben, bien sûr qu'on peut en parler, mais on a peu ou pas le temps, et on n'est pas forcément dans une relation suffisamment régulière. Et je prends un exemple d'une de mes rares implications scientifiques dans l'arthrose, tellement rare que c'est peut-être la seule, avec un ami qui s'appelle Philippe Raveau, et c'était dans l'arthrose. Les arthrosiques du genou, ils doivent connaître leur maladie, ils doivent maigrir, ils doivent faire de l'activité physique. Quand vous avez une gonarthrose, c'est pas facile. Et la question avait été de faire un message évoqué par consultation. Et on avait montré à l'époque que c'était beaucoup, beaucoup plus efficace que de parler un peu de tout et de rien sur une visite. Et à l'évidence, dans tous les domaines qu'on évoque, eh bien, ça nécessite un suivi qui, pour moi, doit être beaucoup plus régulier et fréquent que ce que l'on connaît dans les centres tertiaires, où quand tout va bien, si vous avez 2 rendez-vous par an avec le professeur Chaverbeck, ça sera le bout du monde, et en 2 consultations par an, vous n'avez pas ce suivi. Et les collègues libéraux qui ont peut-être, ça dépend où, un peu plus de disponibilité, mais il faut une relation qui va s'établir sur 4, 5, 6, 7, 8 consultations, et surtout les 2-3 premières années. On ne peut pas non plus vous dire dès la première consultation, l'inflammation, la synovite, la CRP, les effets secondaires, le machin et votre méthotrexate. Il faut y aller petit à petit, et je pense que si effectivement on peut rêver un jour avec plus de disponibilité, plus d'accessibilité aux rhumatologues notamment, et là on pourra parler de tout avec un petit peu de temps, et très clairement aujourd'hui on a un facteur limitant, c'est la démographie médicale et globalement le temps qui va avec pour aborder, je pense, les problèmes, parfois un par un. Aujourd'hui on parle de fatigue, ok, et on peut parler 15-20 minutes ensemble, ok, fatigue, ce qu'on en pense. Thierry abordait tous les autres domaines non interventionnels. On a enregistré avec le professeur Chernikov sur la nutrition. Voilà, mais les sujets, on peut en faire des consultations. Hein. Et donc, on manque de temps pour avoir cet abord global. J'aime plus dire ce mot holistique parce que c'est tellement dévoyé que ça m'énerve. Mais il l'a dit, c'est mon président, donc... Non.
D'où l'intérêt de les orienter vers les associations de patients, où nous, on a des permanences téléphoniques dans chacun des départements. On a des webconférences qui parlent, par exemple, vaccination, c'était très concernant. Où on a également il y a une sexologue qui avait fait également un webinaire, où il y a plein de choses qui sont faites pour les patients. Donc, je pense que c'est bien de les orienter aussi vers des personnes qui les comprennent instinctivement parce qu'on a les mêmes pathologies et surtout qui, nous, si nous-mêmes on ne sait pas répondre, on sait au moins également les orienter et surtout qu'ils n'aillent pas sur Internet chercher des réponses qui sont complètement farfelues parfois. Merci beaucoup à tous. Ça fait le lien du coup encore une fois avec le troisième thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, autour de la vision globale au-delà du soin. On parle de plus en plus de démocratie en santé, c'est-à-dire la participation des patients et de leurs représentants dans les décisions stratégiques et les politiques de santé. Professeur Scheverbeck, comment les associations comme l'ANDAR influencent-elles les recommandations et les politiques de santé publique ? Oui, alors bon, ça c'est un sujet qu'on a abordé de multiples fois. Je crois, si vous voulez, d'une certaine façon, dans les relations qu'on peut avoir de temps en temps avec nos tutelles, c'est des relations justement tutélaires. Et on est toujours suspect, si vous voulez, quand on discute du niveau de remboursement d'un produit, de l'accessibilité à tel ou tel traitement, de plus ou moins de connivence avec l'industrie pharmaceutique. Ça a été évoqué, de ce qu'on appelle les liens ou conflits, selon l'interprétation qu'on en fait, d'intérêt. Il est évident que nous, si vous voulez, indépendamment de tout ce que peut être un lien financier, quand on a participé à des essais cliniques avec au développement d'un produit, c'est évidemment qu'on a une forme d'engouement et voilà, on va être amené à effectivement négocier avec nos tutelles, à favoriser tel ou tel, encore une fois, remboursement. Voilà. Les associations de patients ont un lien finalement beaucoup plus naturel avec les autorités de santé. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent les... Alors, j'ai horreur de ce terme, parce que quand on était jeune avec Bernard, il y a longtemps, on parlait de malades, ensuite on a parlé de patients, ensuite on a parlé d'usagers, et maintenant on a des directeurs de la clientèle à l'hôpital. Ça sous-entend d'ailleurs un lien pécuniaire, mais ça c'est un autre débat. Mais si vous voulez, l'usager en santé, c'est aussi les lecteurs, c'est aussi... Et je pense qu'il y a vraiment là une place à prendre pour les associations de malades, où le poids de ce que représentent les associations en termes de nombre de patients est infiniment plus puissant que le médecin qui a finalement un rôle technique. Nous, on va dire, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un traitement ? C'est corriger ça ou ça. Mais on a un rôle purement technique. Donc le rôle, je pense, des associations est infiniment plus naturel auprès... Enfin, encore une fois, j'ai représenté la société dans 2 ou 3 réunions récemment au Sénat. Et finalement, les associations de patients sont bien mieux écoutées et ont une relation beaucoup plus cohérente et beaucoup plus logique avec notre tutelle administrative que nous qui sommes finalement considérés comme des ingénieurs en santé. Merci. Des ingénieurs en santé. Aujourd'hui, on est sous l'égide de la SFR. Professeur Philippot, partenariat association-société savante, c'est essentiel. Est-ce que ça marche aussi en rhumato ? J'espère que vous possédez au moins une réponse de votre côté. Donc c'est vrai que historiquement, ayant probablement des 3, même si Bernard est né un tout petit peu avant moi, mais à la SFR, il n'a pas connu mon premier mandat de secrétaire général adjoint, où à l'époque les relations étaient égales à 0. Et même il y a une trentaine d'années, où quand il y a eu la création du patient partenaire programme, à laquelle certains ont participé, quand on a présenté avec Liana Euler-Ziegler la première mise en place de ces programmes, il y a de ça plus d'une vingtaine d'années, c'était à la faculté lilloise, on ne va quand même pas donner la parole à des patients, ils racontent que des conneries. Donc c'est dire un petit peu de là où nous sommes partis et là où nous sommes aujourd'hui, et à l'évidence, le développement des thérapies ciblées a considérablement rapproché les patients, les associations et les sociétés savantes. Aujourd'hui, je pense qu'il est inimaginable qu'il n'y ait pas de partenariat. Un partenariat qui peut aller dans les deux sens, et comme c'est votre 40e anniversaire,
Je pense qu'on pourrait facilement lister au moins 40 actions et initiatives venant de votre part, pour laquelle, toujours ou presque toujours, on a été ravis d'être sollicités pour être partenaire, même si ça n'était parfois qu'une labellisation, qu'un logo, c'est-à-dire qu'on a toujours validé l'intérêt de vos propositions, et dans mes souvenirs, je pense qu'on n'en a décliné aucune. On a eu des hésitations au tout début sur les biosimilaires. Est-ce qu'il fallait vraiment tout expliquer? On s'était dit, mais les gens vont trouver ça bien compliqué, il faut peut-être rien leur dire du tout. C'est comme ça, c'est très bien. Et on s'est toujours associés. Donc aujourd'hui, ça serait inimaginable. Donc je pense qu'il faut poursuivre ces échanges. En tout cas, côté Société française de rhumatologie, il nous a parfois été reproché d'avoir des partenariats quasi-exclusifs avec une association dont je ne donnerai pas le nom, qui est l'ANDAR. On a toujours répondu à la SFR qu'on était ouvert à toute proposition, toute sollicitation d'association, et on est là potentiellement pour échanger. On parlera un petit peu de la recherche, avec des bourses qui viennent de votre association, de ceux qui marchent, de ceux qui courent. Donc aujourd'hui, ça serait inimaginable, et c'est profitable. Quand on doit négocier effectivement sur des projets de substitution de biomédicaments, eh bien autant être à l'unisson, même si, comme l'a dit Thierry, ce qui compte, c'est comme pour le pape, le nombre de légions, c'est le nombre d'électeurs, et là la force, elle est de votre côté. Oui, juste pour revenir là-dessus, le partenariat entre les sociétés savantes et les associations de patients, en particulier l'ANDAR, est évidente depuis maintenant un certain nombre d'années. Et j'en prends, juste pour prendre un exemple, c'est les recommandations de prise en charge. Les recommandations de prise en charge des maladies, notamment de la polyarthrite rhumatoïde. Le LAR, par exemple, notre société européenne, a inclus dans les experts des représentants des patients comme experts de la maladie pour donner leur avis et donner l'avis pour la prise en charge des patients. Et la Société française de rhumatologie a fait de même, puisque, je ne sais plus quand c'était, Sonia, mais ça fait quelques années déjà, dans les dernières recommandations, celles qui viennent de sortir, mais également les précédentes, eh bien, on avait sollicité les associations de patients pour être experts, au même titre que les experts rhumatologues, pour édicter ces recommandations de prise en charge. Et ça paraîtrait maintenant inenvisageable de ne pas demander l'avis des associations de patients dans cette démarche. Bien sûr, et pour finir avec un exemple d'une autre sphère thérapeutique, comme tout à l'heure j'ai pris l'exemple de l'oncologie. Si vous voulez, quand dans un autre domaine, pendant un moment j'ai traîné mes guêtres en médecine interne, à une époque qui était la grande époque du VIH, malheureusement, du sida. Si vous voulez, le rôle qu'ont eu les associations de patients dans cette pathologie a été complètement majeur pour développer un autre regard sur la maladie, pour impulser des financements dans des actions de recherche qui ont conduit au développement de médicaments qui n'ont pas définitivement réglé le problème. On sait très bien que voilà, c'est quand même une maladie qui est très largement contrôlée, et pour amener aussi un regard complètement différent de la société, à la fois sur cette maladie et surtout sur les patients. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment typiquement un modèle sur quelque chose qui a été contracté sur une période de temps qui est relativement courte par rapport à ce qui se passe pour la polyarthrite rhumatoïde, mais ça a été un modèle pour montrer ce que peut être la puissance l'impact d'une association de malades bien structurée sur le développement grossièrement et du regard médical et du regard sociétal sur une maladie. Merci. Du coup, Gérard Thibault, on parle d'impact, on parle d'associations sur le terrain. L'ANDAR compte sur son équipe bénévole. Comment ce réseau peut avoir un impact national, mais aussi local pour les malades? Alors, le pôle des bénévoles est quelque chose indispensable au milieu associatif, indispensable au niveau de l'ANDAR, et c'est également quelque part un reflet de santé de l'association. C'est un réel relais pour transmettre l'information sur l'ensemble du territoire. Le bénévole, il doit se sentir utile dans l'association, et son rôle aussi, c'est de produire quelque chose pour l'autre. Alors tout ça paraît simple, et pourtant c'est extrêmement complexe. Je pose presque dans la configuration d'une équipe de foot, c'est-à-dire que l'ANDAR va devoir sélectionner le bénévole. N'importe qui ne peut pas être bénévole, donc il faut faire le bon choix du bénévole. Et après, une fois qu'on a identifié le bénévole,
ben, il va falloir le mettre sur la bonne trajectoire, être l'entraîneur, lui donner les directions. Alors, les directions, ça peut être la mise en place de réunions médicales dans la région. Et au départ, le bénévole va penser que c'est totalement impossible. Et l'ANDAR doit être là, effectivement, pour l'aider. Ça peut être de mettre en place des cafés-paroles. Bref, le bénévole doit produire quelque chose pour l'association. Sinon, c'est quelqu'un qui va obligatoirement disparaître. C'est un maillon donc indispensable dans le cadre de l'association. En fait, le bénévole, je pense qu'il va donner tout simplement, je vais clôturer comme ça, il va donner une couleur, une vie, une âme à l'association, et c'est un maillon totalement indispensable. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, difficile à trouver et difficile quand même à manager. Responsabilité de l'association d'être vraiment à ses côtés. Merci beaucoup. Et du coup, dernière question de cette table ronde. Daniel, avec 40 ans de recul sur les actions de l'ANDAR, 40 ans à aider les malades, quel défi il vous reste à relever aujourd'hui? Le défi number one que je vais mettre, mais il est valable pour toutes les associations, c'est maintenir notre existence. Parce que si on veut défendre les droits des patients, il nous faut exister. Et on fonctionne tous avec des bénévoles. Et trouver des financements pour conduire nos actions, construire nos projets sans compromettre notre indépendance, c'est un sacré défi. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre défi? Si, un point sur lequel on est très attaché, c'est défendre la démocratie sanitaire. Alors, on est actuellement dans un système de santé qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus comptable, qui dépend de décisions politiques, et on doit faire face à ça. Alors, effectivement, quand on parle de pertinence des prescriptions médicales, quand on parle de substitution, là, médecins et patients, on est tous dans la même galère. Hein. On a besoin les uns des autres, parce que où est la décision partagée dans l'histoire? Donc, pour pouvoir défendre nos positions, pour pouvoir défendre cette décision partagée, cette démocratie sanitaire, il nous faut garder notre légitimité. Et pour garder notre légitimité, il nous faut une communauté forte pour être crédible, pour pouvoir être en face d'interlocuteurs décisionnels. Donc, on a besoin d'adhérents. Alors, je voudrais bien apporter un complément, parce que ça, je suis totalement convaincu par ce que vous venez de dire, et je l'ai dit effectivement tout à l'heure également, mais je crois qu'un des paradoxes auxquels on parvient à l'heure actuelle, c'est que quand même, globalement, les rhumatismes inflammatoires au sens large et les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde vont quand même beaucoup mieux que ce qui se passait il y a 30 ou 35 ans. Et que, donc finalement, plus on améliore la santé physique et la santé perçue, donc ce que sont la sensation de bien-être, la qualité de vie, ce qu'on appelait tout à l'heure la qualité de vie, moins les gens se sentent malades. Et donc s'ils ne se sentent pas malades, ils ne vont pas dans les associations. Et c'est le paradoxe. Je pense que vraiment c'est un des problèmes peut-être majeurs des associations de patients à l'heure actuelle, qu'on retrouve dans tout un tas d'autres pathologies. Je parlais tout à l'heure, je prends l'exemple du VIH. Voilà, il n'y a plus du tout la même sensation de communauté de destin que ce qu'il y avait dans les années, fin des années 80, début des années 90, où c'était un drame absolu. Voilà. Donc c'est peut-être un des vrais défis pour les associations de patients à l'heure actuelle, c'est finalement de savoir, pas capter, mais d'une certaine façon quand même réunir au travers d'une association des gens qui finalement vont de mieux en mieux, et on ne peut que le souhaiter. Voilà. Mais je pense que c'est le vrai défi pour vous. Et oui, pourtant rien n'est gagné. Hein. Il faut encore rien n'est jamais acquis. Voilà, à l'homme, mais si.
Merci beaucoup. Dans le temps qui nous reste, je vais vous bombarder de questions qui ont été reçues, le temps que peut-être des gens dans la salle réfléchissent à celles qu'ils voudraient vous poser. Pour faire le lien avec ce qui vient juste d'être dit, comment faire pour que les associations soient plus puissantes dans les décisions? J'aimerais bien avoir la recette. Pour être puissant, il faut avoir du nombre. Et il faut être entendu aussi par les décideurs. Il faudrait qu'on puisse participer, il faudrait qu'ils puissent anticiper, et quand ils ont des décisions à prendre, qu'ils nous consultent en amont, déjà. Ça éviterait des problèmes après. On a aussi une question qui dit « Est-ce bien vrai que les médecins tiennent compte des avis des associations ?» Alors, mon voisin est un faux cul, comme vous le savez tous, et donc il vous... Non, mais oui, bien entendu, oui, bien entendu. Je pense qu'on essaye. Alors, est-ce que c'est complètement naturel? Est-ce que c'est... Je pense que j'ose espérer, Sonia me contredira si elle pense le contraire, et on sera définitivement fâchés. Mais les choses ont quand même beaucoup évolué avec le temps, et je pense qu'à l'heure actuelle, bien sûr, je pense que vous vous sentez complètement à votre place et chez vous dans une réunion organisée par la Société française de rhumatologie. On vous accueille évidemment avec le plus grand des naturels, et je pense que on fait partie des générations qui ont parfaitement perçu tout le bénéfice qu'on a à tirer de cette relation. Voilà, donc je pense que non, du point de vue du médecin, l'association de patients, elle est cruciale. Encore une fois, ne serait-ce que même si c'était en termes, on ne raisonnait qu'en termes d'intérêt personnel en tant que médecin. Quand, encore une fois, on va dans une réunion au Sénat, à l'Assemblée nationale pour défendre un sujet, ça a été le cas pour la substitution, on a rédigé des documents ensemble avec Sonia, le poids des associations de malades est bien supérieur au poids du médecin. Et donc, quand on arrive à se rejoindre sur un document, je pense que ça a énormément plus de poids que si on était simplement, nous, en tant que revendication syndicale d'un syndicat de spécialistes médicaux. Oui, on est sur la même longueur d'onde. Et effectivement, ne connaissant pas votre réponse, spontanément, j'avais la même réponse que Thierry, ce qui est rare. C'était... Parce qu'on se déteste. J'aurais mis en premier, effectivement, les difficultés de recrutement potentiel des bénévoles, tellement la maladie a changé, et pas que la maladie. Et notamment, effectivement, pour la polyarthrite, la sévérité même de la maladie, et donc de l'impact et de la disponibilité potentielle aujourd'hui des plus jeunes. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un défi. Et puis après, on va se retourner un petit peu vers Sonia aujourd'hui, c'est que je pense que dans toute association, et la SFR en est une, je sais pas, notre directrice, elle n'est pas très loin non plus, mais on a aussi besoin d'avoir patient d'un côté, rhumatologue de l'autre, on a besoin d'avoir des personnes impliquées qui vont bosser avec nous, pour nous, et qui vont effectivement intervenir à tel et tel et tel niveau. Et donc c'est vrai qu'il y a des initiatives et entre guillemets du lobbying qui est fait parfois en temps et en heure à droite à gauche. Donc on a besoin de cadres, on a besoin de salariés à nos côtés qui sont des professionnels, qui ne sont pas forcément polyarthritiques, rhumatologues. Donc c'est aussi le défi de trouver ces perles rares. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup de vos échanges, c'est que ce n'est pas un des deux qui écoute l'avis de l'autre, mais plutôt un avis qui est décidé ensemble. Et c'est ce que vous avez montré tout l'après-midi aujourd'hui. Des questions beaucoup plus précises aussi. Les IPA existent-elles en privé? Je pense les infirmières en pratique avancée, est-ce qu'elles sont aussi, je pense, en ville? Alors, je pense qu'il faut avoir conscience que pour la France, c'est encore un métier naissant. Alors, il se trouve que j'ai une expérience d'une infirmière, parce que contrairement à mon voisin, moi, je n'ai pas encore d'infirmière de pratique avancée dans le service. C'est en train de venir, mais c'est pas... Voilà. Mais par contre, j'ai une expérience déjà de plusieurs années sur une communauté de communes dans le Nord-Aveyron. Voilà, j'ai une grand-mère avéronnaise. Et on a quelqu'un, mais qui, paradoxalement, est salarié par une communauté de communes. Donc vous voyez, il y a probablement
voilà, normalement, l'infirmière de pratique avancée, elle est payée par ses consultations. Voilà. Et en fait, il y a probablement tout un tas de nouvelles perspectives qu'il va falloir étudier au cas par cas. Je pense que dans ce qu'on appelle les territoires, entre guillemets, donc grossièrement les régions avec une communauté médicale qui est extrêmement faible, une des réponses possibles pour les pouvoirs publics, localement, c'est effectivement d'offrir c'est pas des alternatives aux médecins, parce qu'il n'y a pas d'alternative aux médecins, mais des relais de santé avec des gens qui connaissent telle et telle pathologie et qui sont susceptibles d'alerter, d'alarmer, de déclencher une consultation quand c'est véritablement complètement nécessaire. Donc je pense que ça, on est au début de ça. Voilà. C'est encore très difficile d'en percevoir et les bénéfices et la réalité concrète sur le terrain. Oui, effectivement, pareil, de vos échanges, il ressort que la prise en charge change fondamentalement. On n'est plus autour d'un rhumatologue et d'autres personnes qui gravitent autour, mais plutôt dans une équipe pluridisciplinaire, dans une gestion sur une échelle locale de la prise en charge complète, dont les associations font partie. Allez, une dernière, peut-être simple ou peut-être pas. Est-ce héréditaire ? Alors, on peut répondre d'être membre d'une association. Oui. On peut répondre Oui, de façon très technique, parce que ça, c'est quelque chose qui nous est demandé quotidiennement en consultation. Voilà. Alors, est-ce héréditaire? Est-ce qu'il y a une part génétique? Est-ce que tout le monde, j'ai l'habitude de dire en consultation, est-ce que tout le monde est capable de faire une belle polyarthrite pour faire plaisir au professeur Chaverbeck? Non. Il faut un terrain génétique particulier, propre à faire éclore une maladie qu'on désigne par le nom de polyarthrite rhumatoïde. Donc s'il y a une part de génétique, cette génétique, elle est transmissible. Mais alors ça, on le sait très très bien. Si vous voulez, le risque individuel de faire une polyarthrite rhumatoïde, c'est 0,5% au maximum en France, maximum. Les facteurs génétiques le plus associés au risque de faire une polyarthrite, c'est les groupes HLA qui sont représentés, DR1, DR4 qui sont représentés chez 25 à 26% de la population française. Donc ça vous donne une idée du poids génétique dans le développement de la maladie. Voilà. Et donc ce qu'on transmet, c'est un facteur génétique, et puis un petit peu comme on vit ensemble, normalement, avec ses enfants, on partage aussi un certain nombre de facteurs d'environnement. Alors le risque d'avoir une polyarthrite, quand on a un parent au premier degré qui lui-même a une polyarthrite, il augmente grossièrement, il passe de 0,5% à maxi 1%. Mais ce qui est amusant, c'est que pour faire la place aussi au facteur environnemental, quel est le risque pour le conjoint? Eh bien, il augmente d'à peu près 40%. Quel est le risque pour un rhumatologue de faire une polyarthrite rhumatoïde? Est-ce qu'il est le même risque que dans la population générale ou est-ce qu'il est un petit peu plus élevé? Là, je suis sûr que Sonia ne sait pas répondre à cette question. Il augmente de 25 à 30%. Donc quand on est infirmière en rhumatologie, quand on est médecin en rhumatologie, on a plus de risques de développer une polyarthrite. Voilà. Vous voyez qu'il y a des tas de choses qui vont très au-delà de la génétique, mais en tout cas, la part d'héritabilité, elle est très très réduite. Ça permet de faire le lien aussi avec ce que vous disiez à propos de prévention, qui sera sûrement une des clés de l'avenir. Voilà. Oui, dans la prévention, c'est difficile de changer de papa et de maman. Ouais. Par contre, un papa et une maman qui fument et qui ne fument pas dehors, le tabagisme passif, probablement, a été certainement beaucoup plus culpabilisant pour le papa, le plus souvent, voire la maman, que le fait d'être le fils ou la fille de ses parents. Ouais. Donc, effectivement, ça n'est qu'une prédisposition génétique qui n'est vraiment qu'une petite partie qui a été calculée. Voilà, on dit parfois 20-25% de la maladie. L'essentiel ne vient pas de la génétique et c'est pour ça qu'on déculpabilise toujours la jeune femme quand elle nous pose cette question avec le conjoint à côté d'un air de dire à cause de toi nos enfants auront de la polyarthrite. Non, parce que c'est des questions qu'on a régulièrement dans la polyarthrite, dans les spondylarthrites où là le gène est identifié. Donc là c'est très très facile de leur répondre aujourd'hui. Oui, bien sûr, on est toujours plus ou moins prédisposé à telle ou telle maladie, mais ça n'est certainement pas une maladie génétique dans le sens de ce qu'on voit au Téléthon. Voilà, il y a une prédisposition, mais comme l'a dit Thierry, le risque pour les enfants reste très très faible. Par contre, pour ces enfants, ça serait peut-être très très important de ne pas fumer, d'être actif,
de ne pas être obèse. Et c'est là où effectivement il y aura probablement dès aujourd'hui et demain des stratégies plus affinées de prévention. Mais en fait, ça va être des règles de bonne santé, car je vous le signale que faire du sport, ne pas être obèse, ne pas fumer, ce sont des règles générales de bonne santé. Du coup, je vais laisser ma place à Sonia afin qu'elle puisse clore cette table ronde. À titre personnel, je vous remercie. Et je te laisse. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous infiniment. Et je voulais aussi conclure en vous annonçant que le polyarthroton qui a eu lieu pendant le congrès a permis de réunir 25 000 € pour la recherche. Et je sais que Thierry a particulièrement contribué à ce chiffre incroyable. Merci à tous. On vous invite à partager un petit verre pour rester ensemble encore quelques minutes, si vous avez le temps. Merci beaucoup.